Pleine prod. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Fais ce que je te dis, quitte cette planète avant que les forces qui sont en moi ne commencent à se déchaîner. Pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre de même valeur. Brûle mon cosmos! Valkyrie! Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga ? Oui, ça y est, on revient un peu plus régulièrement aux affaires. J'ai une meilleure organisation, puis j'ai surtout des invités qui répondent présents. Et quand je parle d'invité qui répond présent, c'est mon petit Badass. Salut monsieur Badass, comment il va ? Salut, ça va bien. Ça va super bien, surtout pour ce quoi je suis là. J'adore. Ouais, et ben en fait, on va le dire, hein, c'est toi qui m'as soumis l'idée de ce manga. On va taire un peu le suspense pour l'instant, parce que vous voyez, bon, il y a le fond d'écran pour ceux qui nous voient en vidéo, mais ceux en podcast, vous avez cliqué sur la miniature, logiquement, vous savez de quoi on parle, mais c'est toujours le petit running gag où je laisse toujours un peu de suspense avant de parler de l'œuvre du jour. Ouais, je t'ai dit, vas-y, il faut qu'on fasse un truc ensemble. Et tu m'as dit, il y a ça qui est bien. Et j'ai dit, ouais, tu penses vraiment, ça peut être bien et tout. Et puis bah, je crois que j'ai un peu mordu. Bref, on va y revenir. Bon, quoi de neuf, mon petit Badass, dans le monde du manga, dans le monde de ton YouTube ? Est-ce que tu continues à être autant productif avec l'approche de l'été et surtout ces fortes chaleurs qu'on a eues ? Écoute, je crois que j'ai jamais été aussi productif qu'aujourd'hui, hormis les petites vidéos Rocco Manga qui sont vraiment en stand-by et qui mettent en PLS et qui m'ont demandé de leur en faire. À côté de ça, j'ai commencé des matinales manga qui sortent avec les sorties du jour, donc c'est un petit rythme à prendre, c'est assez sympa. J'ai sorti un peu d'autres concepts, donc il y a une que j'appelle Genpunku qui part un petit peu sur l'univers manga, quelque chose de plus contextualisé. Il y a aussi des vidéos qui continuent. Là, dernièrement, j'ai fait une vidéo un peu sur le sport, sur le héros nerfé, que j'ai adoré d'ailleurs faire. Ok. C'est un bon concept. Ah oui. Et ça, par exemple, est un super héros nerfé qui méritait toute notre attention, tout comme par exemple les Blues. Oui. Et là, j'ai fini d'écrire, j'ai plus qu'à tourner. Je pense que je le ferai juste après notre petit tournage. J'attaque une émission sur, je sais pas encore vraiment le titre, mais ce sera sur la danse, voilà, sur les mangas de danse, grosso modo. Ah, tiens. Donc on est en plein dedans. On est en plein dedans. Bah, c'est bien, ça sera complémentaire et tu pourras renvoyer les auditeurs vers l'émission, puisqu'au moment où on parle, logiquement, ça sort la semaine où on l'enregistre. Donc, vous devrez, nous en tout cas, quand on enregistre et quand vous l'écoutez, il n'y a pas un gros délai en fait entre l'enregistrement, parce que je vais essayer de me débrouiller pour que ça sorte rapido. Et puis, généralement, quand on le fait ensemble, il y a assez peu de montage. Ce que je veux souligner quand même un petit peu, c'est je veux prendre 5 minutes quand même sur ton initiative parce que je trouve qu'elle est cool. T'as pris l'initiative de lancer une pétition pour un certain auteur. Est-ce que tu vas en parler ? Je vais te laisser en parler forcément. Oui, alors c'est tout bête, hein. Suite à un commentaire, on parle toujours de H2, ça fait partie de l'actualité, de Mitsuru Adachi, et H2, après 8 tomes, entre le tome 1 et le tome 2, est enfin sorti. Bon, il n'y a rien de particulier. 8 mois. T'as dit 8 tomes. Pardon. 8 mois. Non, mais t'inquiète. Il n'y a rien de particulier en fait, c'est le minimum syndical. Donc, 8 mois pour nous sortir le minimum syndical. Voilà, les choses ressurgissent. On se rend compte que Delcourt Tonkam ont véritablement maltraité au fil des années cet auteur, entre se trompant sur l'orthographe de Mitsuru Adachi sur le dos de Short Programme, en proposant papier sans bois totalement transparent pour Mix, en ne proposant quasiment plus de réédition, et quand ils le font, c'est parce qu'il y a la pression autour de avec Nobidobi, qui eux ont présenté Katsu et Yateri Ryoko, donc même de l'inédit. Donc là, ils se disent, bon, on va sortir H2 et Cross Game, ça va faire plaisir à tout le monde, sauf que ça fait pas plaisir. Déjà, ils sont extrêmement chers, mais ça, on a l'habitude avec Delcourt Tonkam, et en Cross plus... Game, on les a pas encore, si ? Non, mais il l'a annoncé lors d'un entretien avec un G-Comics ou un G-Manga. Donc, il a annoncé que Cross Game était aussi de la partie. Mais quand on voit qu'il faut 8 mois entre le tome 1 et le tome 2,
et que le tome 3 est toujours pas annoncé, on se pose vraiment des questions sur mmh, la véritable, intention de Ouais. republier cette œuvre-là. Donc voilà, j'ai fait, une pétition, on m'a soufflé l'idée, j'ai jamais fait de pétition, je sais pas à quoi ça sert, ça se trouve ça servira à rien, mais Ouais. néanmoins j'avais envie voilà, de de contrôler, ma haine grosso modo, entre amour et Ouais, haine, parce vous que ça savez des ça fois, changera pas grand-chose, hein, on va se le dire, ça hein, changera pas grand-chose. c'est eux qui ont la main là-dessus. On va te dire du positif, moi je trouve quand même que l'édition d'H2 est cool. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que la C'est le DA est minimum sympa. syndical pour le prix, hein, c'est quand même un truc à 15 €, hein, presque 16 Ouais, alors €. oui, c'est cher. Oui, c'est Ah ouais, cher. Après, les gens vont te dire, ouais, mais c'est un double tome, donc ça fait le tome à 7 balles. Donc est-ce que oh c'est. ouais, Voilà. Non, mais non, on est d'accord, c'est le minimum syndical. Ça aurait pu être pire. Tu vois, moi, j'ai toujours en souvenir de l'édition de Beck que j'aime pas du tout. Je m'attendais à tellement mieux. Je trouve c'est que la même là, chose. c'est la même chose. Mais je sais pas, je trouve que la DA est un peu plus sympa et plus soignée sur H2 que la DA de Beck que je trouvais pas ouf. Mais après, c'est Pareil, peut-être. c'est Pour tout toi, c'est pareil. pareil. Bon, j'essaie de trouver des points positifs. Non, mais il y en a pas parce que ça fait un petit peu rétention de licence, c'est ça qui est vraiment, vraiment Et ils sont bête. toujours en réaction, en fait, c'est ça le problème, c'est que dès qu'il y a, comme tu le dis, dès qu'il y a un éditeur qui vient un petit peu les taquiner dans leur plate-bande, ils se sentent obligés de réagir. Et bah, tu l'as dit, hein, on a eu le cas bon, donc forcément pour Adachi, quand Nobinobi a fait un super travail sur Katsu. Mais faut le dire, il y a eu le même cas avec Junji Ito. Katsu Quand est un tome Mangetsu. double. Katsu est un tome double à 10 €, hein. Oui, 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 complètement. Oui, 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 non, mais on est Tu d'accord. vois? C'est ça le problème et je vise pas qu'avec cette pétition, je veux pas diriger ma colère, là-dessus, justement, Non. je veux la canaliser. Je vise pas Delcourt Tonkam, je vise aussi, par exemple, toutes les maisons d'édition qui, à part Nobinobi qui a fait le travail, par exemple, Glénat qui, au compte-gouttes font des réimpressions de leurs 2 chefs-d'œuvre Touch et Rough, mais c'est au compte-gouttes, donc tu as jamais la série complète, tu peux jamais te la commander en compte. Quelqu'un qui voit qu'elle est pas complète, elle a pas envie de la commencer, donc ils donnent pas les armes pour vraiment, commencer à lire du Mitsuru Adachi, à travers, leur maison d'édition. Bah, D'autant c'est plus cool. qu'ils pourraient Ouais. faire une nouvelle édition, il y a du matériel, ces deux chefs-d'œuvre ont des Kazenban, il faut faire des nouvelles éditions qui peuvent vraiment appâter les gens, au moins ceux qui sont de la niche. Ce serait largement suffisant et ça pourra en plus trouver de nouveaux lecteurs. Mais non. Donc voilà, c'est une, pétition. Alors j'ai pas le lien là, vous irez, sur ma vidéo, sur, Non, mais Mangabadash où il y a le lien. je mettrai dans les commentaires tout ce qu'il faut pour N'hésitez envoyer les n'hésitez pétitions. pas parce qu'on est déjà alors déjà, ça se vend il y a moins de gens qui font la pétition qu'il y en a qui achètent, c'est déjà bien. Mais il y Oui. en a quoi? On est à 145 personnes à peu près aujourd'hui. Ouais, je fais partie des gens qui ont signé, bien évidemment. Mais c'est Ah vrai que ouais, c'est un peu frustrant parce que tu parlais de Glénat, par exemple. Moi, je vais parler un petit peu de mon cas personnel. J'ai pas osé démarrer Touch. Touch, je l'ai lu en numérique. d'accord. Et j'ai pas osé démarrer Touch, mais pourtant, je suis tombé sur des offres Vinted intéressantes pour les prendre en occasion en super état. Mais je sais que je vais pas réussir à la terminer. Et j'ai pris un moins gros risque avec Roth, parce que j'ai fait un coup dans un cache où il y en avait plein, mais avec des trous. Et là, tu vois, actuellement, j'ai récemment, donc c'est une série en 12 tomes, j'ai Mmh. récemment récupéré le tome 3, qui m'a longtemps fait défaut. Et là, il me manque, tu vois, il me manque le tome 10 et le tome 12. Et quand tu regardes sur Internet, ils sortent à des prix, il y a peu de tomes, et les peu qu'il y a sont à des prix délirants. Et je crois, en tout cas aux dernières nouvelles, que le tome 10 et le tome 12 sont pas dispo Non, chez c'est ça qui Glénat. est c'est Et là le c'est problème. frustrant parce que je peux pas la terminer. Alors, je l'ai lu, Roth, avec d'une autre manière, mais Mmh. j'aurais bien aimé la posséder parce que je sais que c'est typiquement ce genre d'œuvre que je pourrais Et puis léguer soutenir. à mes enfants et que les enfants pourront lire, quoi, tu vois. Et c'est ça, il est là et exactement, il est là le problème, c'est que tu es obligé, si tu veux soutenir l'auteur et l'œuvre et pas la maison d'édition, parce que je le répète, pour moi, ça reste un intermédiaire. Si tu veux les soutenir, bah, tu peux pas, ou alors tu achètes en numérique, c'est encore autre chose. Ouais. Mais en général, les gens se débrouillent s'ils veulent vraiment le lire, ils font ça en Tsum Tsum, ou alors ils vont, s'ils ont de la chance, les trouver en médiathèque et c'est déjà bien, tu vois? Mais Parce qu'on va se le dire, Touch et Roth, de mémoire, sont dispo en numérique oui, légalement. oui, Voilà, ouais, il faut le mais préciser quand même. Ce tu qui n'est vois pas le bien cas d'H2, que je crois, hein. Si le H2 est public dispo en numérique ou pas? non. Ouais. Si, enfin les 2 premiers tomes qui viennent de sortir, oui. Oui, oui, voilà, les deux premiers tomes actuellement, parce qu'ils sont copiés-collés sur la réédition. Et Mix aussi, je crois, est dispo intégralement en numérique. Ouais. Ouais, il faut le Voilà, préciser. Ça, tu sais bien que le public français, il va sur le numérique que pour aller regarder je les sais trucs bien.
En Tsum Mais Tsum, les One Piece, les machins, sinon ils font genre ils aiment pas le numérique, mais là ça les dérange pas pour One Piece. Mais sinon voilà, ils aiment pas acheter en fait, ils comprennent pas. Pour eux, le numérique ça doit être gratuit. Donc là, je vais te t'as un soulever problème. je vais te soulever une question, et puis on va conclure là-dessus, puis on va se lancer dans l'œuvre du jour, parce que ce serait bien d'en parler, puis je pense qu'on pourra en faire une émission un jour Non, sur... Subaru n'est pas en numérique non plus. Non, c'est pas Subaru que je veux te parler, je suis toujours sur le cas Adachi. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc à faire, je sais pas qu'après comment ça se gère au niveau des droits et compagnie, mais est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à essayer de proposer le Adachi sur Manga.io, qui développe, qui est en plein essor, de proposer une alternative via abonnement, de découvrir en streaming Adachi plus facilement, puisque tout est en numérique déjà. Est-ce que ce serait pas une solution? Bah oui, c'est toujours une solution. Toutes les idées sont bonnes, hein. Ça donnerait une accessibilité à l'œuvre. Les gens pourraient tester en disant ils osent pas y mettre un doigt parce qu'ils veulent pas acheter, mais ça permettrait aux gens de découvrir plus facilement ce que. Non, évidemment, ouais. Mais la pétition, elle est là pour ça. Elle est surtout là pour appuyer le fait que c'est une œuvre qui est patrimoniale, qui est super importante dans le paysage du manga, et il faut qu'il le soit, que le reste en France. Sauf qu'aujourd'hui, bah, il est en train d'être oublié. Alors, heureusement, on a eu Nobinobi avec Katsu, qui a réussi à offrir une porte d'entrée, une vraie porte d'entrée. Donc, c'est très intéressant. On attend encore les inédits ou d'autres rééditions, ce sera avec plaisir. Mais voilà, c'est pas unilatéral, quoi. On voit ce que Glénat fait, on voit ce que Delcourt Tonkam fait, et je trouve que c'est des choses qui portent préjudice parce que ça séquestre des licences qui ont une importance capitale dans l'Adachiverse, quoi. Mais c'est compliqué parce qu'on va le relativiser un petit peu. Le marché du manga aujourd'hui, il n'est pas forcément au mieux. Et c'est vrai que. Mais justement, c'est là qu'il faut relativiser. Ça veut dire que dans le marché du manga, tu ne fais plus de patrimoine. Tu fais que de la nouveauté, tu fais que du Weekly Shonen Jump. C'est là qu'il faut relativiser. Puis c'est compliqué. Là, on est peut-être au plus bas du marché du manga actuel. Je vois beaucoup de libraires qui sont dans la souffrance et qui ont du mal à faire tourner les stocks. Par contre, il y a un gros travail au niveau des libraires aussi, ça, je suis d'accord avec toi. Ouais, mais là aujourd'hui, ils sont pas dans la mentalité pour faire du niche, quoi, tu vois. Mais c'est pas de faire du niche, c'est déjà se renseigner, savoir qui est cet auteur-là, de surtout le vendre à ses lecteurs, à ses consommateurs, à ses clients. Et c'est quelque chose que les gens font pas. T'as des gens qui vont venir les rabattre et leur dire je vous propose ci, je vous propose ça. Et peut-être qu'ils vont pas assez fort pour Adachi, tu vois ce que je veux dire? Et c'est là que ça a une importance capitale. Tu peux pas te revendiquer deuxième ou troisième meilleur pays du monde après le Japon en termes de manga. Tu peux pas prendre le trophée, la couronne et t'asseoir sur ça. C'est pas normal. Ouais. Non, mais là, je pense qu'en ce moment-là, là, on remet la France à sa place, on est des consommateurs de One Piece et on ferme notre gueule. Oui. Je vais te dire un truc, moi, c'est quelque chose que je dis déjà depuis un petit moment. On a eu le phénomène Walking Dead dans le monde du comics, qui a été l'arbre qui cache la forêt pendant des années. Dès que Walking Dead s'est arrêté, le marché du comics s'est effondré. Je suis quasiment persuadé que quand One Piece va s'arrêter, le marché du manga va encore plus s'effondrer, parce que là, il est en décroissance, et je pense que demain, One Piece s'arrête, ça risque de poser problème. C'est pas le marché du manga qui est en décroissance, hein. Il est encore plus élevé qu'avant le Covid. Le problème, là, c'est les librairies. C'est la vente en librairie qui commence à être très dure pour les libraires. Oui, mais c'est pareil, c'est pour tout. Déjà, il y a le public qui a peut-être moins d'argent, qui a d'autres préoccupations, c'est vrai. Mais le prix de l'essence, tout ça, quoi. Ouais, mais aussi, moi, je me suis renseigné. Si je devais ouvrir une librairie, je peux pas me contenter de faire des ventes. Il faut aussi présenter des choses, faire des animations, faire des choses. Maintenant, vendre du café, il faut tout faire, en fait. C'est soit tu préfères être épicier, tu vends des bonbons, des gâchots, des machins, des trucs à faire, des glaces, des machins, tout ce que tu veux, japonaiserie, ce que tu veux, tu vends tout plein de bidules et tu as un épicier, c'est tout. Et puis, si tu as le temps de t'occuper des livres, c'est bien. Soit tu t'occupes des livres et quelque part à côté, tu fais des animations, comme quand tu fais une vidéo YouTube, par exemple, tu présentes des choses. Enfin, tu fais des choses qui font venir un petit peu de ta ville, qui font dans l'entour. Et c'est là que tu peux faire vivre une librairie, tu vois. Quand tu as très peu de moyens. Mais c'est vrai que si tu t'attends juste à ce qu'on te ramène des bouquins et que tu les vendes, t'es un marchand de patates. À un moment, un libraire... Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'aujourd'hui, les librairies qui veulent perdurer dans le temps, elles doivent prendre aussi le virage de l'empreinte numérique et de l'influence numérique. On le voit, il y a de plus en plus de libraires aujourd'hui qui se mettent en scène, qui font de la chronique face cam, pour promouvoir les choses et qui ont un vrai boulot de développement des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je pense que l'avenir passe par là. Bref, on a digressé, on est parti de... Vas-y.
même de son microcosme, même de sa ville, même de son quartier. Tu vois, c'est ça qui est important complètement. aussi. Ouais, complètement. Parce qu'il faut que les gens, tu peux pas faire que de la vente par correspondance. Certes, aujourd'hui, ça a une importance en tant que vendeur, mais je pense que pour toi aussi, en tant que vendeur, tu veux vendre, mais pas, t'as pas envie de travailler pour la poste, quoi. Grosso modo, tu as envie d'avoir le contact avec les gens. Donc là, tu as vraiment quelque chose à travailler autour de ton magasin, C'est autour de l'intérêt d'un toi. commerçant. Hein. Aujourd'hui, le Eh oui. commerçant, c'est le contact humain. Hein. Donc, C'est vrai que la facilité, c'est de recevoir des bouquins et de les revendre, mais c'est plus ça. Enfin, ça ne peut plus rester ça maintenant. Ça peut plus être ça. Un vrai métier de libraire spécialisé, du moins. On pourra en faire un jour une émission à débat. On voit qu'il y a de la matière parce qu'on a juste, on a levé le pied parce que bon, on pourrait en faire une heure complète. Dites-nous d'ailleurs en commentaire, les auditeurs, sur les réseaux, et si ça vous intéresse d'avoir une émission où on débat du marché du manga et puis justement de la place du libraire aujourd'hui en 2026. Ça peut être intéressant. Moi, je pense qu'on essaie de trouver. Libraire surtout là. Il faudrait inviter un libraire aussi. Donc, ouais, dites-nous si ça vous intéresse. On peut essayer de monter ça. Ça peut être hyper intéressant. Bon, aujourd'hui, mon petit badass, on parle d'un gros morceau. Je le montre à la cam pour ceux qui nous suivent. On parle de Subaru. La Subaru de Masahito Soda. Et j'ai envie de te dire déjà d'entrée de jeu, merci pour la reco, parce que c'était trop bien. Voilà, on va développer un peu la vie. Masahito Soda, donc Capeta, l'auteur de Capeta, est-ce que c'était peut-être une des meilleures vidéos qu'on a fait tous les deux, à mon goût? Oui, et c'est une grosse frustration pour moi parce que je voulais pas pirater du coup Capeta, et on a été bloqué assez rapidement au tome 3 ou tome 4, je crois de mémoire, avec Noévé Graphics, et on est resté avec un hiatus de plusieurs mois. Et du coup, c'est pas que je suis passé à autre chose, mais c'est que il y a des priorités dans la vie. Je vais y revenir, mais moi je le lisais en numérique. Et l'accession numérique aujourd'hui, elle est compliquée parce qu'il faut basculer maintenant par Anime Store. Et oui, c'est Meian Plus pour le numérique. Voilà. Passer par Meian Plus, tout ça, etc. Et c'est chiant, quoi, en fait. Donc, je sais pas comment faire. Donc, je vais trouver des solutions. Je suis pas assez gros pour demander à Meian de me les envoyer. Donc, tu t'assois sur ton numérique et tu te les prends. Ouais, mais c'est un autre budget parce qu'ils ont augmenté la taille. Je crois qu'ils sont passés en A5, je crois, de mémoire, sur le format. Tu as la série qui continue dans ce format-là, là, comme ça. Dis-moi tout. Continue en format poche qui correspond à la même taille qu'un Subaru, grosso modo. D'accord. Et ils ont proposé, là, je crois, début de l'été ou fin de l'année, je sais plus, autre chose, une édition limitée, collector si tu veux, mais en fait, surtout le coffret qui est limité avec les goodies. Et ensuite, ils te proposent en fait l'édition comme une perfect édition. Sauf que ce sera la même pagination, ce sera les mêmes tomes, sauf que ce sera un format agrandi. Voilà. Exactement. Et donc, meilleur, parce que là, ils sont revenus un peu sur leur problème qu'ils avaient avec le papier dernièrement. Et donc, on aura vraiment une belle édition, grand format, comme le mérite, à mon goût, le Capeta. Surtout que ça revient de loin. Je te rappelle, au début de Noévé Graphics, ils voulaient la faire à 3 €. Après, ils sont revenus là-dessus. Ils se sont dit, bon, on va la faire en format normal, parce qu'on sent que ça marche pas trop, les trucs de 3 €. Puis après, il y a eu les problèmes judiciaires avec Noévé Graphics. Et enfin, ça revient avec IDP. Donc, on est content. Oui, c'est plutôt bon signe pour ce. Donc, il y a toujours le choix, format poche ou grand format qui va arriver. En tout cas, pour l'œuvre d'aujourd'hui, donc Subaru, comme on disait, donc l'auteur, donc Masahito Soda, qui était donc initialement, c'est une série qui était sortie il y a déjà quelques années chez Delcourt. C'était sorti en 11 tomes, donc forcément en arrêt de commercialisation. Les droits étaient, on va dire, périmés, et ça a été repris par Naban, qui a décidé de ressortir la série en double tome. Et ça sera complet en 6 tomes, avec un rythme qui est plutôt correct, puisqu'on a quoi? On a un livre tous les 3-4 mois, 4 mois, allez, 5 mois. On va dire les choses clairement. Je pense qu'ils aimeraient le sortir plus vite, mais ils en sont dans l'incapacité de le faire parce que Subaru, aujourd'hui, ne rencontre pas le même succès que Capeta, par exemple. Et pourtant, il le mérite. Mais ça, on va en parler. C'est le rapport avec un manga de danse. Peut-être que les gens ont des préjugés par rapport à ça, et on va très vite les balayer, les torcher comme pas possible, parce que ça parle évidemment de danse classique. Ce qu'on peut dire, c'est que donc là, on est au mois de juin quand la vidéo sort. Les tomes 3 et tome 4 sont prévus pour le mois de juillet et le mois d'août. Donc ça va assez vite s'enchaîner s'il n'y a pas de modification et de décalage d'ici là. Et moi, donc pour l'instant, puisque comme je dis, j'ai mis juste le doigt de pied dedans pour voir si ça allait, et j'avais pris que le tome 1.
Et je le regrette. J'aurais dû prendre les 2 premiers tomes. Mais le timing a fait que j'ai pas pu aller prendre le tome 2 parce que là je suis pas bien. J'ai besoin de savoir la suite tout de suite. Vas-y, je vais te laisser si à moins que tu veux rajouter quelque chose sur l'édition, mais je vais te laisser pitcher le bouquin. Et ce qu'on se disait hors antenne, c'est que en fait le résumé de Naban est bien parce qu'il spoil pas. Donc est-ce que tu veux reprendre éventuellement Donc, je lis le résumé, quoi. Ah ouais, vas-y, lis-moi la 4e de couve. Donc, je vais te lire la 4e de couve. À moins que tu aies un meilleur résumé que ça. Non. Franchement, voilà. ils ont fait un travail éditorial qui vaut la peine. Donc, on va l'utiliser. On va suivre Subaru Miyamoto, qui est une petite fille qui se rend quotidiennement à l'hôpital Saint-Paul pour tenir compagnie à Kazuma, son frère jumeau, souffrant d'une tumeur cancéreuse. Déterminée à lui redonner le sourire et à le guérir de ses maux, Subaru lui raconte les événements de sa journée en mimant le moindre détail. Danse et gesticulations maladroites parviennent, quelque peu, à réconforter le jeune garçon cloîtré dans sa chambre. Or, une maladresse à l'encontre de ce dernier va engendrer chez Subaru un profond sentiment de culpabilité. Dans le même temps, sa rencontre avec la danse classique va éveiller en elle une véritable passion pour cette discipline. Fermement décidée à devenir professionnelle, c'est dans cette voie rythmée d'obstacles, d'échecs, mais aussi de réussites que Subaru trouvera un véritable moyen d'expression et un exutoire et un nouveau souffle de vie. Voilà, grosso modo, ce qui va se dérouler durant ce premier tome double. Très bien résumé. On peut rajouter un petit point, c'est que les tomes sont vendus 13 €, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc ça reste un prix, je trouve, très abordable. Voilà, c'est carrément moins cher que H2. Hein. C'est moins cher qu'H2. Et en termes de qualité, il n'y a rien à envier parce que le papier est très épais. Enfin, c'est un papier vraiment de qualité. Et c'est pas transparent. Et franchement, ils ont une belle couverture, enfin une belle jaquette qui est pareil, qui est assez épaisse, de bonne qualité, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression d'avoir un tome hyper qualitatif entre les mains. Donc, oui, c'est bien clean hein, quand tu compares à la version de Delcourt. Voilà, c'était plus baveux. C'est un peu baveux, le papier, ouais. Oui. Ouais. Donc là, voilà, c'est beaucoup plus net. On sent que c'est du nouveau matériel, que c'est. C'est les tomes de l'époque, hein, tu sais. Moi, je me souviens encore de l'édition de Nana chez Delcourt, qui était aussi un peu sur un papier un peu baveux comme ça là. Oui, mais le matériel aussi était un peu, tu vois, c'était parfois de la photocopie, parfois là, tu as du vrai matériel qui provient du numérique et donc c'est propre. C'est plus facile de changer les bulles, c'est plus facile d'adapter les lettrages. Voilà, donc tu as quelque chose qui va avec son temps, quoi. On va s'intéresser au premier chapitre, si tu le veux bien, comme une fois n'est pas coutume. On va faire un petit disclaimer, petit warning pour les auditeurs, puisqu'on n'avait pas en possession, nous, le matériel numérique. Donc, on a été le récupérer pour pouvoir justement vous le présenter. Donc, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, vous allez pouvoir suivre avec nous le premier chapitre. Je trouve que c'est quand même plutôt sympa. Ouais. Donc, soyez pas surpris, c'est le matériel qui vient très certainement d'une édition italienne ou je sais pas quoi qu'est-ce, mais bref. Vous aurez donc les premières pages en couleur, puisque si vous le regardez bien dans l'avant-propos, avant d'arriver vraiment réellement sur le premier chapitre, ce ne sont que des pages en couleur. D'ailleurs, on le voit d'ailleurs à l'ancrage en noir et blanc. Oui, c'est le défaut le seul défaut que je pourrais donner à l'édition de Naban, c'est qu'ils n'ont pas mis les moyens pour avoir les pages couleurs, quoi. Voilà. Et après, je pense que ça devait coûter plus cher. Donc c'est pour ça. Donc le petit warning, nous on va se lancer dans le premier chapitre. Encore une fois, on vous encourage à aller acheter le manga chez Naban. C'est ce qu'on a fait nous. Hein. D'ailleurs, on le remontre à l'écran. On a le premier tome. Il faut absolument donner de la force, mais on en reparlera parce que si un jour on veut la suite, parce que la série se finit en 11 tomes, mais il y a une suite qui a été écrite, dessinée par Masahito Soda, qui s'appelle Subaru Blue Moon, je sais plus trop quoi. Oui. Donc, si un jour on veut l'avoir, faut que ça s'y vende, sinon ça n'encourage pas une petite maison d'édition comme Naban de se mettre en difficulté financière pour nous la proposer, et c'est ça qui est dommage. Donc, c'est pour ça qu'on va donner de la force. Allons-y pour cette première page. Alors, le manga s'ouvre sur une pluie battante, et on voit donc une petite fille essoufflée qui tente justement de progresser malgré la pluie battante sous son parapluie, et on voit qu'elle approche de l'hôpital Saint-Paul.
On suppose qu'il fait presque nuit, c'est le crépuscule. Enfin, en tout cas, ça a l'air d'être la fin de journée. Ça, c'est ce que nous dit en tout cas la couleur qu'on peut voir. Enfin, cette chance qu'on ait cette couleur avec nous. C'est pour ça que c'est important des fois d'avoir aussi un peu de couleur dans les mangas. Ça permet de donner un petit peu le contexte. Et donc justement, on a cette fille qui arrive. Un petit peu sur des petits détails, revient sur la page derrière. Oui, il faut vas-y, savoir que voilà, justement, on parlait d'adaptation plus moderne. Aujourd'hui, par exemple, on voit que Naban ne s'est pas pris la tête à redessiner l'écriture d'Hôpital Saint-Paul. C'est resté en japonais. Et par contre, vous avez un petit astérisque qui vous dit que c'est Hôpital Saint-Paul. Donc, ça respecte beaucoup plus les choses. Pareil pour les onomatopées. Chez Naban, ils ont gardé les onomatopées, puis ils vous marquent à côté le petit ploc, 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 plic pour la pluie. Donc, moi, je trouve ça très intéressant que Naban ait fait ce choix-là. Là, on est vraiment sur ce qui se faisait avant, quoi. Ou ce qui se fait dans d'autres pays. Ouais, je me demande même si c'est pas un scan trad. Tu vois, c'est la question que je me pose, mais comme c'est fait assez proprement, on peut supposer que ça utilise certainement je sais pas sur quelle édition ils sont. Encore une fois, ce premier chapitre n'est qu'un prétexte pour nous, pour vous le présenter visuellement. Encore une fois, on vous encourage à aller vers l'édition. Il faut bien rappeler que, par exemple, Naban a bien respecté les onomatopées, qui sont pour moi une partie importante du dessin. En général, donc le bruit sous la pluie, vous avez une vraie onomatopée japonaise. Et je pense que c'est un truc qui est aussi en négociation avec l'ayant droit. Donc c'est plus simple aussi, je pense certainement de travailler comme ça dans ce sens-là. On passe tout de suite. Il y a une espèce. Vas-y, tu veux dire quelque chose, non? Je t'ai coupé. Non, on rentre dans le décor, on rentre dans l'hôpital, on fait la connaissance. Voilà, d'une petite fille qu'on va vite apprendre qui c'est, il n'y a pas de suspense là-dessus. Mais on passe tout de suite à une scène suivante, on a une ellipse et on a une personne qui rentre dans l'hôtel et ce qui s'avère être Madame Miyamoto, donc on suppose que c'est la mère de la petite Subaru qui a été prévenue, puisqu'elle arrive de son travail un peu en urgence et on comprend que elle les a encore dérangés, puisque ils l'ont récupérée à bout de force. Voilà, elle est portée par une des aides-soignantes, infirmières. Voilà, je pense que tu es plus calé que moi dans ce domaine. Et on voit cette petite fille qui est complètement à bout de force et que justement la mère est vraiment désolée parce que ça arrive très souvent en fait. On nous fait comprendre que c'est assez régulier et que les infirmières ont de la compassion parce qu'elles disent justement que cette pauvre petite, voilà, vu ce qu'elle vit, c'est un petit peu compliqué. Déjà, sur cet avant-propos, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Puisqu'après, on va atterrir sur le premier chapitre. Je vais mettre déjà, on voit que la jeune héroïne qu'on nous présente, on sent que ce qui tourne autour d'elle a déjà quelque chose d'assez... qui tourne autour de la dramaturgie, déjà. Déjà, on voit ça. Puis on voit que le décor, c'est l'hôpital, donc ça reste lourd. Voilà. C'est pesant, c'est très très pesant. Moi, j'ai un peu appréhendé parce que je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, c'est quelque chose, dès qu'il s'agit d'enfants, de maladies, surtout quand on est parents et qu'on a des enfants, ça nous touche beaucoup plus que quand tu es ado ou même jeune adulte et que tu n'as pas de gamin. Et ça, c'est un truc, putain, ça t'attrape. Moi, je sais, quand j'ai vu ça, je dis, oh purée. On peut être sensible à n'importe quel âge, mais c'est vrai que quand tu passes le cap du père, c'est encore c'est un peu décuplé quand même, on va se le dire. Et on a cette double page aussi, là, on la voit pas très bien parce que c'est numérique, mais qui nous montre déjà une Subaru adulte à l'avenir. Voilà. Donc, c'est presque une ellipse, encore une fois. Oui, et je vais te dire un truc, je sais pas ce que tu en penses, mais il nous a déjà fait ça, Monsieur Soda. Eh oui. Puisque sur Capeta, rappelle-toi, il le fait quand on voit justement le personnage de Capeta dans sa Formule 1. Et là, on voit donc le personnage de Subaru adulte avec un chat noir, qui est important pour l'histoire. Il faut savoir que Subaru, ça a été fait avant Capeta. Mais oui, effectivement, il va on va en parler. Il va utiliser beaucoup de choses pour Capeta dans Subaru, effectivement. Oui, complètement. C'est exactement ça. Donc, pour info, donc là, vous ne vous basez pas sur le nombre de chapitres, puisque forcément, il y a le double dans l'édition de Naban. Nous, on va s'intéresser donc au premier chapitre. Le premier chapitre qui n'a pas été traduit, puisque il a été appelé Die Schwarze Katze. Donc ils ont laissé quand même l'appellation allemande. J'ai fait un peu d'allemand en deuxième langue, donc ça veut dire le chat noir. Je prends pas trop de risques. C'est sous-titré dans la version de Naban. C'est sous-titré dans la version de Naban, mais je voulais un peu me la péter en disant que j'avais fait allemand en deuxième langue. Die Schwarze Katze. Voilà, je le dis un peu avec l'accent.
Donc, on arrive, ce qu'on suppose être l'école, puisque là, on voit que donc Subaru est interpellé par des copines, et on apprend... Comment ? Oui, tu as le bruit de l'école, tout ça, tu as tout ce qui rappelle. Oui, complètement. Et on apprend donc que c'est son anniversaire et que qu'on a des copines qui arrivent, qui disent mais oui, c'est ton anniversaire aujourd'hui, c'est un 1er mai. Et on sent que ça lui en touche une sans faire bouger l'autre, hein, pour parler un peu simplement. On sent qu'elle est pas trop intéressée par ça. Et les filles sont complètement un peu choquées parce que elles tombent face à un mur. Et elles décident de continuer à la suivre en disant mais attends, c'est ton anniversaire, vas-y s'il te plaît, 10 minutes. On sent qu'elles insistent, mais on comprend pas trop pourquoi elles insistent en fait, les jeunes filles. Et, comme des copines prévenantes, quoi. Oui. Ouais. Exactement, elles sont prévenantes, mais on sent qu'elles sont un peu lourdes. Et nous, c'est vrai que du point de vue extérieur de lecteur, on se dit mais attends, mais pourquoi elles insistent aussi lourdement ? Elles lui ont fêté son anniversaire, mais elles insistent sur un truc, on comprend pas trop où elles veulent aller. Et puis elles disent, écoute, on a aussi un cadeau pour toi. Donc pareil, ça laisse un peu de mystère, on comprend pas trop. Et puis on voit que ça la fait toujours pas réagir, jusqu'à provoquer l'énervement en fait d'une de ses copines qui lui dit, mais pourquoi tu es toujours comme ça ? J'ai toujours été gentil avec toi, tu l'as oublié. Les copines la soutiennent. Oui, attends, elle a raison. Je pense que c'est difficile de parler avec toi. C'est triste en fait de te voir surtout dans ta situation. Et puis en plus, c'est aussi son anniversaire. Et là, on se dit mais de qui elle parle ? Je sais pas ce que tu penses déjà des copines. Toi déjà un peu comme ça là rapidement. Ouais, ça, il doit être triste de n'avoir que toi, surtout dans cette situation. Imagine que tout le monde était comme toi. Deux approches différentes encore de la traduction, mais bref, là on se base sur ce qui est devant nous. Oui. Donc effectivement, ça parle du frère jumeau. Donc on suppose qu'elles sont conscientes du contexte familial de Subaru également, mais elles sont conscientes d'un point de vue extérieur. Oui. Mais à ce niveau-là, on ne le sait pas en fait. Moi, je sais que j'ai ouvert le livre, je n'ai pas lu la 4e de couve. Je suis rentré directement dedans. C'est très bien. Voilà. Donc, je suis rentré directement dedans, mais je me dis, mais attends, de qui il parle, quoi? Et après, j'ai supposé. Je me dis, ok, d'accord, elle doit avoir un frère, etc. On fait des suppositions. Et finalement, Subaru finit par craquer en disant, d'accord, vous pouvez venir. Par contre, je vous le dis, il faudra faire ce que je vous dis, parce que sinon, ça va pas le faire. Donc, faudra respecter. Donc, on peut noter quelque chose, hein, c'est que dès la première page jusqu'à celle-ci, on voit qu'elle a quand même un air distant, voire grave, qui est sur son visage, qui détonne un petit peu avec ses copines déjà. Et puis, ça laisse percevoir aussi un trait de sa personnalité, le fait qu'elle ait énormément de caractère. Ouais. Ça va beaucoup servir pour la suite. Donc, on retrouve Subaru à l'hôpital. Qui arrive à l'accueil et on lui pose tiens, tu es toute seule aujourd'hui, donc par contre reste pas trop longtemps, et on voit qu'elle fait rentrer toutes ses copines par l'issue de secours et pour justement aller voir une personne, et on arrive sur cette page où on les voit devant la porte de la chambre, et les 3 filles en chœur crient elles sont carrément amoureuses de Kazuma, plus intéressées que Subaru, donc on voit là, elles voulaient voir Kazuma. Voilà, joyeux anniversaire avec des grands sourires. Et le premier choc du manga, il arrive avec la page suivante, où on est sur le lit d'hôpital, avec un petit garçon dans le lit d'hôpital, avec sa peluche, intubé, tout plein de matériel autour. Et là, ça... changement d'ambiance. C'est pas intubé. Hein. Il n'est pas intubé là ? Il est quoi ? Non. Il est sous respirateur. Voilà. Il a l'oxygène. Non, intubé, en général, c'est que ça rentre dans ta gorge. Ça oui, pardon, autant pour moi. Oui. Là, tu as un apport en oxygène. Voilà, donc, et on voit un petit garçon extrêmement faible. Et là, changement d'ambiance, puisque on découvre des petites filles choquées. Les traits sont assez impressionnants. Là, on rentre tout de suite dans une tension dramatique, ne serait-ce déjà par l'aspect qui fait peur de Kazuma, de l'aspect du mal de l'enfant malade, et de la réaction justement de ces jeunes filles qui étaient enjouées de retrouver Kazuma, mais tel leur souvenir. Et puis on peut voir derrière en fond le regard triste de
de Subaru parce que, bah, peut-être aussi c'est, de montrer comment il est aujourd'hui à d'autres personnes, c'est aussi montrer son image, Ouais. détériorer son image et est-ce que lui, il avait vraiment envie? Mais ça, c'est autre chose, mais c'est ce qu'on peut que représente cette planche aussi, tu vois? Je parle pas de ce qui va se passer, mais du ressenti qu'on peut avoir en lisant cette page, Et cette je trouve planche. que là, c'est là où sont bons les Japonais, puis encore plus Soda sur cette planche-là, c'est qu'il a une capacité à jouer le crayonné, les coups de crayon sur le visage de Kazuma pour montrer le côté affaibli, le visage marqué. C'est ça. Et je trouve que c'est extrêmement choquant, en fait. Et c'est là où je te dis, en tant que parent, tu peux pas rester insensible en voyant ça. Enfin, Mmh. ça peut toucher tout le monde, je suis d'accord. Mais moi, je sais que ça me laissait plus extérieur et froid par rapport à ça. Depuis que j'ai des enfants, c'est des trucs qui m'attrapent par le callback et je me dis, oh, Après, on est encore sur les premières pages où tu veux en venir, oui, mais tu te vas-y, dis, il est fais malade. voir Voilà. Et donc, du et coup, voilà. ça te fait un petit quelque chose. Justement, donc elles sont face à Kazuma. Voilà, et elle explique que il a peut-être pas compris ce que vous venez de lui dire. Quand il comprend, il sourit. Donc elle nous donne un peu plus sur son état. Ça laisse un peu les filles dans une situation où elles comprennent pas en fait pourquoi elle est dans cette situation-là. Donc on suppose que ça fait un petit moment qu'ils ne l'ont pas vu. Elles étaient au courant qu'il était malade. Mais c'est vrai que là, elles le découvrent et elles sont très interloquées. Et justement, derrière, elles expliquent que y a un des chats qui a eu des chatons, parce qu'on sait que on va comprendre que l'enfant est fan de chatons, est fan de chats. Mmh. Et elles essaient un peu d'attirer son attention en leur montrant des photos. Enfin voilà, comme des enfants de cet âge-là. Qui essaient de comprendre et qui sont face à cet inconnu qui est la Oui, parce maladie. qu'une tumeur cancéreuse, ça parle pas à des enfants. Tu vois Non, pas, puis même à des complètement. adultes, ils imaginent pas, que tu peux arriver à ce stade-là de plus comprendre les gens lorsqu'ils te parlent. C'est Voilà. ça. Tout en ayant derrière toujours Subaru qui reste impassible avec un ton très grave. Et on sent qu'elle porte, en fait, rien que sur cette petite case-là, où on la voit à côté du lit, assis à côté du lit, qu'elle porte tout le poids sur ses épaules en tant que jumelle. Et ça, je trouve que il arrive en très peu de cases à nous faire ressortir en fait tout ça. Et le côté chat, en fait, c'est là où on va arriver sur la suite de l'histoire, va nous renvoyer vers un flashback pour nous donner du contexte à l'époque où Kazuma était en forme, n'avait pas de Ouais. problème de santé, et que justement, on comprend le lien qu'il a avec les chats, puisqu'on revient dans le passé et ils ont découvert en fait un petit chat noir qui affaibli et qui décide de vouloir récupérer et qu'il a ramené à la maison. Sauf que c'est avec je vais un petit peu vite dans Ouais, ouais. l'histoire, c'est avec un grand déchirement en fait que la mère veut pas du tout du chat quoi en fait. Ils vont être obligés ce chat de le ramener là où ils l'ont trouvé parce qu'il a Mmh. été trouvé dans une sorte de truc un peu désaffecté, etc. Et puis c'est avec une grande tristesse qu'ils sont obligés de relâcher en fait l'endroit où ils l'ont trouvé. Ils montrent bien l'endroit où ils l'ont trouvé, et cet endroit-là va avoir une importance pour la suite de l'histoire, puisque c'est un petit fusil de Tchekhov, comme j'ai l'habitude de dire, qui va servir la suite de l'histoire, puisque on verra pourquoi cet endroit a une importance particulière. Est-ce que déjà toi tu veux rajouter quelque chose sur ce passage-là où on Non, voit il montre que bien ce la petit relation flashback. entre le frère et la sœur. Exactement. Ce flashback sert à ça, à donner un petit peu de consistance au background aux jumeaux. Voilà, on sait que ce sont des bonnes personnes, ils sont attachants et ils sont touchés par, ce qui arrive au chat donc voilà, donc je trouve ça très bien parce que ça nous met bien dans l'ambiance de qui sont ces jeunes enfants Et puis et ça vient renforcer en fait le bon fond du frère, parce que souvent on pourrait nous décrire un personnage avec un mauvais fond, il est malade et en gros le manga pourrait sous-entendre qu'il mérite ce qui lui arrive. Là on va vraiment chercher du pathos en faisant ça, je pense aussi, chercher à aller attraper le lecteur en disant t'as vu ce gamin-là, en fait en plus il a une bonne âme, il a un super bon fond et regarde ça, le pauvre il est malade. Et je pense que c'est aussi pour venir renforcer un peu le côté un peu dramaturgie et tristesse du début de cette œuvre en tout cas. oui, puis tu as la page suivante qui nous montre un peu comment arrive la maladie, donc c'est très intéressant de voir comment leur quotidien va être bouleversé aussi.
Ouais, bah c'est vrai que je trouve que ce qui m'a un peu choqué là sur cette page-là, la page suivante justement, c'est la différence de gabarit entre le frère et la sœur. J'ai vraiment l'impression qu'il fait vraiment petit, vraiment tout fin, tout sec, alors que sa sœur fait beaucoup plus consistante que lui. Je sais pas si tu vois un peu cette Oui, espèce de sur rapport la d'échelle page, à qu'on voir a. si c'est voulu, mais effectivement, oui, on voit ça, effectivement. Ouais, c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre et on se rend compte en fait que il a des pertes de mémoire en fait, Kazuma. Mmh. Et que elle, avec toute la naïveté qu'elle peut avoir, elle essaie justement de le rassurer, en fait, de lui rappeler. Et c'est là qu'on arrive justement à toute explication. On nous explique que hier soir, le fils Miyamoto a été emmené en ambulance. Il paraîtrait qu'il a eu une très forte poussée de fièvre et que déjà, en fait, il a eu de la fièvre déjà l'autre jour, qu'il s'est évanoui. Est-ce qu'il serait malade? C'est à cause de cette pression liée à une tumeur cérébrale. Donc là, on nous explique vraiment qu'il a une tumeur cérébrale, une tumeur du cerveau, et qui en plus entraîne des troubles de la mémoire. Donc c'est Ouais. ce qui fait qu'aujourd'hui, ce gamin-là est alité et quasi mutique et sans aucune réaction en fait de sa part, quoi. Ouais, puis ça continue dans les pages précédentes, justement, ça appuie là-dessus, sur le fait que pour lui, c'est très difficile de se concentrer, voilà, qu'il est déjà plein de regrets parce qu'il se dit, enfin, qu'il aurait bien voulu, par exemple, offrir un chat à sa sœur, mais qu'aujourd'hui, il sait que c'est plus possible pour lui. Et puis on voit, voilà, que sa sœur, sa jumelle, hein, elle veut pas se laisser démonter, elle veut tout faire pour l'aider à guérir, quoi. Oui. Elle essaie vraiment de tourner tout au positif et de vraiment l'aider. C'est intéressant parce c'est vraiment une lecture qu'il faut bien suivre parce que là, dans les pages où on voit une discussion justement entre Subaru et Kazuma et on suppose très bien que ça fait toujours partie des flashbacks. C'était à l'époque où la maladie n'était pas encore trop avancée, qu'il avait encore cette capacité de discussion, il avait des pertes de mémoire, mais elle, son boulot, c'était justement de lui raconter en fait les journées qui passent et de lui expliquer pour justement entretenir sa mémoire. Et voilà. Et son objectif, c'est de faire en sorte qu'il aille mieux pour qu'ils soient toujours ensemble. Et c'est la dernière case de cette page là qu'on est en train de lire qui vient rebasculer en fait sur un plan sur Subaru qui est en train de réfléchir. Et c'est vrai que là, on se dit que je trouve que dans le découpage, c'est vraiment hyper intéressant ce que fait Soda, puisque il arrive justement à alterner en fait entre les temporalités de manière assez fluide, sans qu'on soit perdu en tant que lecteur. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Là, on se revoit tout de suite sur l'évolution de la maladie et le corps qui se détériore, quoi. Oui, il est complètement amaigri, il a plus de cheveux, il est sous respirateur, et c'est vrai que on sent que les petites filles tentent de capter son attention en montrant les dessins de chats, mais il reste impassible, il s'endort même d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est toute l'impuissance qu'on peut avoir face à la maladie. Et elle passe justement tout son temps, puisqu'elle dit justement une phrase assez juste, que peut-être qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour. Et au bout d'un moment où les petites filles vont partir, il lui demande si elle rentre ou pas, et elle explique que non, elle va rester. Et là, on va commencer à voir quelque chose d'assez perturbant parce qu'on comprend pas trop ce qu'elle fait, mais elle va comment dire, elle va essayer justement de pouvoir justement essayer de lui raconter à sa manière la journée qui s'est passée, incluant le passage des amis. Et ce qui est, je trouve, encore plus triste, c'est dans la planche juste après, on voit un échange en fait entre elle et son frère où elle sent que il a peur en fait et que elle essaie malgré tout de lui remonter le moral. Est-ce que tu veux lui rajouter quelque chose là-dessus, toi? Non, mais là on voit la peine continue. d'une jeune fille qui arrive quand même à se rendre compte que ça peut être son dernier jour, donc elle est quand même ancrée dans une certaine réalité malgré le fait que elle essaye de guérir une maladie qui paraît incurable. Et puis voilà, on passe sur son oreille et d'un coup on finit sur une case sur son oreille, puis elle se retourne et on voit une intensité digne de Masahito Soda, et c'est parti, là, on va voir toute l'énergie de ce personnage. Qui va faire en sorte d'essayer justement de faire que son frère ne s'endort pas, pour le garder éveillé, pour continuer à avoir ce contact avec lui. Et on a une petite 2-3 cases en parallèle qui montrent qu'une des copines a oublié son sac et justement revient sur ses pas. La page d'après, là. Quand tu as déjà lu la série, que tu arrives sur la page d'après. Oui. Et là, on a l'impression presque un film d'horreur. La double page, là, mais
Ouais, vous n'allez pas bien mise en valeur, Ça mais fait ce qui ça, est marrant, c'est que voilà, tu la montres justement. Je vais te passer en plein écran comme ça, les gens pourront voir cette page-là. donc elle Euh, arrive et elle cette, pa- observe cette Subaru. page-là, aux premières secondes que je l'ai lue, j'ai dit purée, ça va basculer dans l'horreur parce que elle est dans un côté très sombre et on voit qu'elle va se mettre en fait à avoir une posture très féline. Et c'est là où c'est assez compliqué de vous le décrire, mais Elle elle va, interprète le chat noir, quoi. elle va interpréter le chat noir, ouais. Elle va interpréter le chat noir pour justement expliquer ce qui s'est passé juste avant, expliquer la portée. Et c'est là qu'on va on va la voir bouger dans tous les sens. Un peu maladroite. Un peu maladroite, exactement. Et sous les regards médusés de sa copine qui se dit, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire, quoi? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de bouger dans tous les sens. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Et sans se démonter, elle continue en fait à imiter le chat, à se frotter contre son frère, à ronronner. Et en fait, sa copine derrière qui commente ce qu'elle est en train de voir et qui c'est pas la Subaru qu'elle connaît, quoi. La Voilà. Subaru qui est tout le temps sur la réserve, Fermée, impassible. qui porte le poids du monde sur ses épaules. Elle se dit, mais attends, c'est qui? C'est qui? Et on va assister justement à son, comment dire, à ce déferlement, tout en ayant à côté en fait un nouveau flashback. C'est aussi c'est fort. Ça, cette mise en scène, elle est superbe. Ouais. À travers justement cette danse et ce moment où on essaye de rationaliser, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle est en train de faire et tout ça, on est en train de comprendre comment elle va arriver peut-être à interpréter des rôles pour son frère. Donc on repart sur quelque chose. Exactement. Voilà. Dans le passé, entre deux. Ouais, tout à fait. Un échange où elle va justement lui parler de ça. Et je trouve que c'est hyper malin d'avoir ce montage alterné entre le passé, le présent où justement elle est en train de se donner pour. Voilà, ça habite Subaru. Vas-y, hein. Non, mais c'est ça, en fait, tout ce qui est en train de se passer derrière elle, on sent que c'est tout ce qui la traverse, qui a fait qu'aujourd'hui, elle interprète ça. On sent que le passé et le présent vivent ensemble pour essayer de faire réagir son frère, quoi. C'est un bon parallèle sur le fait de maintenir la mémoire éveillée, qui est en train de se fuir son frère. Et il y a une phrase forte qu'elle sort et qui va être un peu, je pense, le mantra de la petite fille, et quand elle sera plus tard aussi dans sa vie d'adulte, dans sa vie de jeune adulte: je n'abandonnerai jamais. Jamais. Et tout en continuant cette Ce qui est fort, c'est que c'est observé par sa copine. C'est que sa copine voit ça et est témoin de ça. Et ça va avoir une importance capitale parce que, on reprendra peut-être plus tard par rapport à Capeta, mais les amis ont un rôle tellement important dans l'entourage de nos personnages principaux. Et cette fille-là va avoir un rôle vraiment important, malgré les préjugés qu'on pourrait avoir sur elle. Et pourtant... Et on va en avoir d'autres tout au long de l'histoire. On va garder ça pour après. On va pas tout vous spoiler, mais on va avancer un petit peu dans le scénario. Ouais, complètement. Pour dire que le fait qu'elle soit témoin de ça est capital aussi. On est un petit peu à travers son regard, elle, on assiste à cette scène-là, quoi. Et juste après, justement, on reste avec cette jeune fille qui arrive et qui en retard et qui a même raté le cours. Et on apprend que sa mère, en fait, est prof de danse et que sa fille fait partie de ses élèves. Et en plus, on sent que la mère est comment dire, assez intransigeante. On apprend que cette petite fille s'appelle Mana et qu'elle fait de la danse classique avec sa mère, et qu'elle dit ça serait bien, j'ai pas suffisamment d'élèves, on sent que c'est son gagne-pain, et il faudrait que tu essaies de voir si tu pourrais pas trouver des amis qui seraient intéressés pour apprendre la danse. Et elle lui répond non. Et au moment où elle lui dit non et qu'elle explique pourquoi, je ne connais personne qui s'y intéresse, on revient sur le personnage de Subaru, encore une fois hyper malin en termes de montage, essoufflé, épuisé, la chambre en vrac. Qui ressemble plus à rien, devant son frère qui est comateux, enfin qui a du mal à rester éveillé. Tu comprends pourquoi l'infirmière, elle la prend dans ses bras, elle est crevée. Elle est crevée, et ça explique, effectivement, le début de l'histoire, parce que au début de l'histoire, on pourrait penser que c'est le fait d'avoir couru pour aller rejoindre son frère qu'elle est épuisée, sauf que non, on comprend que c'est ça qui l'épuise.
et qui Se fait donner qu'elle un est sourire au bout du rouleau. Donc ça veut dire qu'elle fait littéralement ça tous les jours. Pourquoi? pour Avoir un sourire de son frère. Et voilà, là, gros plan sur son frère qui sourit. histoire Et de là, garder l'humanité sur son frère, ouais. ouais. Et Et là, je trouve derrière, on finit le chapitre sur une dernière planche, elle qui voilà, sourit. une Et ça, Subaru c'est qui est contente d'elle, qui est, épuisé, mais qui arrive, enfin, qui a obtenu ce qu'elle voulait, c'est d'avoir le sourire de son frère et puis d'être en communion avec son frère pour justement lui transmettre ce que lui a loupé ou ce que lui ne se souvient plus. Et c'est juste sublime. Hop, voilà. on va revenir à la présentation tous les deux. Bon, déjà, si on parle un peu du dessin, voilà, moi je veux que tu me dises deux mots de ce que tu penses du dessin de Soda sur Subaru. Bah, pour moi, il est égal à lui-même, tu vois. Je veux dire, tu as un dessin qui peut te paraître a priori un peu particulier quand tu vois la grosse tête de Subaru sur un petit corps tout frêle. Mais dès le début, même s'il n'y a pas beaucoup d'action, il arrive à nous faire ressentir toute une dramaturgie. Ça, je trouve ça génial. Donc, dans le dessin, moi, je le trouve assez exceptionnel, hein. Oui, certains diront, il y a peut-être des grosses oreilles là, la tête est exagérée, il y a peut-être un problème de proportion. Entre le Mais corps et la tête, ouais, bien sûr. c'est pas là qu'est l'intérêt du dessin. Et d'ailleurs, je le trouve très propre et il fera que de s'améliorer au fur et à mesure. Au contraire, je pense que tout est dans les expressions, les yeux, les postures. Il est Et très très bon là-dedans. Et c'est là qu'est toute la force de ce manga. Et d'autant plus lorsqu'on la voit à son insu se révéler être quelqu'un qui va vouloir exprimer quelque chose. Donc là, je sors un peu du dessin, mais c'est ça aussi la première erreur qu'il faut éviter de faire, c'est de penser que Subaru, ce n'est que un manga de danse. Alors, pour moi, Subaru utilise la danse classique, mais c'est comme décor. Le manga, c'est pour ça comme décor. C'est pas vraiment un manga que sur la danse. C'est avant tout un manga sur une jeune fille incapable de vivre normalement, tant son talent il déborde. On voit qu'elle est talentueuse par rapport à ce qu'elle dégage. Et c'est, je pense, qui intéresse réellement Masahito Soda. C'est le génie, c'est l'obsession, le sacrifice et la difficulté à trouver sa place dans le monde, quoi. Et c'est là qu'on fait tout le rapprochement avec Capeta, on le répète, qui est sorti plus tard. Donc Capeta qui est pas qu'un manga sportif non plus. C'est pas un manga de sport classique, quoi, quand on est dedans. Ça va beaucoup plus loin dans tout ce que ça traite. Et bah Subaru, c'est exactement ça. Ça va beaucoup plus loin à travers le dessin d'abord que juste vous représenter un manga sur la danse et comment on évolue dans la danse, par exemple. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'arrêter à ce préjugé. C'est un manga de la danse, un manga pour les filles. On est loin Très très loin de ça. Ah ouais, complètement. Mais c'est vrai que je te rejoins. Moi, déjà, moi, c'est complètement ma came, ce genre de dessin. Donc, j'ai pas besoin d'être trop convaincu parce que je trouve que c'est un dessin qui est à la fois sobre, mais qui arrive bien aussi à gérer avec les nuances de noir, l'ancrage. Je trouve qu'il y a un montage dans les planches qui est ultra dynamique. Ouais, tu montres un truc encore. Attends, vas-y. C'est trop vivant. Vas-y, je te remonte-le en plein écran pour les auditeurs, pour ceux qui sont sur YouTube, si tu arrives à retrouver ta page. Je l'ai pas fait exprès. Ouais, tu l'as pas fait exprès. Voilà, mais c'est juste sublime. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je trouve quand même que le dessin fait une grosse partie du boulot, pas pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, pour permettre à une œuvre de rentrer dans le récit. Et c'est vrai que je trouve que là-dessus, Soda, il fait un travail admirable qui peut permettre en fait à ceux qui hésiteraient de rentrer facilement dans l'œuvre. Et ça, pour le coup, je trouve qu'il arrive à faire passer les émotions, à faire passer l'intensité d'une scène, qu'elle soit comique, dramatique. Et ça, je trouve que déjà là-dessus, c'est très fort. Et ce qui fait faire sa richesse, après, je trouve, c'est là où je te rejoins complètement, c'est que c'est pas juste un manga sur la danse, c'est une leçon de vie, en fait, sur comment ne rien lâcher. Et je trouve que le parallèle avec la danse classique est très bien parce que je pense que je suis pas un expert en danse classique, mais je dois l'avouer, j'ai un kink sur les films de danse, sur tout ce qui touche à la danse, parce que je trouve que ce que peut arriver à faire passer comme message une chorégraphie par le biais du corps, par le biais sans forcément parler, mais juste par le biais de bouger, d'interpréter quelque chose sur scène, ça vient en renforcer, ça peut apporter vraiment, ça peut transmettre des émotions. Et aujourd'hui, la danse classique, je pense que c'est un sport qui est extrêmement exigeant, qui demande un dépassement de soi. Et de pouvoir justement faire ce parallèle-là avec ce par quoi elle est passée, ce qu'elle vit au quotidien,
bah, c'est une forme d'exutoire en fait. Et c'est là-dessus où je trouve que c'est un manga ultra poignant. Moi, je te le dis, ça m'a attrapé quoi. J'ai pas pu décrocher en fait. J'avais peur de me dire est-ce que je vais pouvoir tout lire en une soirée, et j'ai pas lâché en fait. Et en ce moment, je peux te dire un truc, je vais te faire une confidence, c'est que j'ai un petit peu de mal à rester concentré sur du manga parce que soit je suis dans ma zone de confort, je lis tout ce que je lis, donc ça, j'ai pas de souci à les lire. Mais aller chercher de la nouveauté, d'aller découvrir des nouvelles choses, d'aller lire tout ce qui sort actuellement pour me tenir à jour des nouveautés, bah, j'ai de plus en plus de mal parce qu'il y a plus trop de mangas qui me surprennent ou qui arrivent à me rester. Je me dis ouais, c'est cool, mais de là me dire je vais rester accroché au truc et je vais avoir cette envie d'aller découvrir la suite et puis ce côté un peu page turner. Et ben là-dessus, Subaru, je trouve que il coche toutes les cases. Il m'attrape au niveau du dessin, au niveau de l'histoire, ça a une résonance folle en moi parce que je trouve que c'est vraiment touchant. Tu crois à son histoire et ça reste malgré tout très réaliste. Voilà, il n'y a pas ce côté non plus trop exubérant qu'on peut avoir dans certains mangas. Je te laisse reprendre. Sur plein de points, ce que tu dis. Déjà, une chose, c'est que c'est pas forcément dans la nouveauté qu'on va retrouver vraiment des thèmes forts. On peut en trouver, bien sûr, mais ce sont souvent des héritages de certains titres. Et Subaru, alors je vais pas te dire que c'est le premier manga dedans, je sais pas, mais je pense qu'il a fortement influencé beaucoup de choses. Alors, c'est considéré comme un manga de sport, mais sans sport, en vérité, on est loin de ce côté neketsu avec le héros qui progresse grâce au travail. Alors oui, Subaru, elle travaille aussi, hein, c'est pas le truc, mais son point de départ, il est complètement différent de ce qu'on peut trouver dans le neketsu. Pour moi, on est carrément dans du post-neketsu, dans du neketsu pour adultes, quoi. Ouais. Là, elle possède déjà quelque chose qui est exceptionnel, tu vois. Et le manga parle, alors moins d'apprentissage qu'on peut retrouver dans tout ce qui est le manga de sport habituellement, que de la manière dont un talent hors norme perturbe tout ce qui l'entoure, quoi. On retrouve d'ailleurs ce que Soda aime faire, des personnages qui sont obsédés, une progression technique extrêmement détaillée, on le voit à travers les planches qu'on vous a montrées, la confrontation entre le talent et l'effort, c'est des choses qui vont vraiment être impactantes dans ce C'est là où le personnage de Mana est intéressant. Ouais. Le personnage de la copine, qui est la fille de la prof de danse, pour les reconnecter les auditeurs. Non mais c'est ça, on a une héroïne qui est complètement atypique, hein, et c'est là que Subaru tranche énormément avec les trucs du genre. Voilà. Déjà, Subaru, elle n'est pas particulièrement sympathique, on le voit dans ce comportement avec ses copines, elle n'est pas conçue comme un modèle de personnage féminin. Voilà, elle n'est pas empathique avec les autres, elle est empathique, on sent qu'elle est très empathique envers son frère parce que c'est le juge, mais elle fera pas d'efforts supplémentaires pour les autres. Non, voilà, elle a ce côté un peu égoïste, d'abord elle, d'abord son jumeau, ça va être d'abord elle, hein, quoi qu'il arrive. Elle est maladroite socialement, c'est pas qu'elle aime pas les gens, c'est que voilà, elle s'est formée à autre chose avec son frère, et parfois même c'est brutal, enfin, et même parfois c'est émotionnellement assez brutal, quoi, tu vois, sa manière à elle de réagir, d'avoir les sentiments, ça s'arrache de son corps, ça s'extirpe de son corps, c'est très brutal en fait, et c'est ça aussi, c'est précisément ce qui la rend fascinante. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Ah non, mais le fascinant est le bon terme. Je trouve que je suis d'accord avec toi. Ouais, elle ressemble davantage à un génie du sport, ou voilà, à un génie du sport qui doit être canalisé, qui doit trouver sa voie, que quelqu'un qui va travailler dur comme Hippo, c'est une connerie, pour ensuite... c'est quelqu'un de très... tu vois, pour faire un exemple, une comparaison, je pense que c'est quelqu'un de très intérieur et qui arrive à extérioriser ce qu'elle ressent au fond d'elle par la danse. Ce qui est complètement l'opposé de son frère, puisque son frère, on sent que par les quelques planches qu'on a vues dans les premières pages, que c'était quelqu'un de très ouvert vers l'extérieur, puisqu'il va vers le chat, c'est lui qui ramène le chat, donc il extériorisait beaucoup son frère. On arrive à comprendre. Aux parents, qui exactement. Pour lui, Et on sent que la communication entre Subaru et ses parents est compliquée. Ils ont du mal à dialoguer, ils ont du mal à faire passer un message, et on sent que le seul moyen pour elle d'arriver justement à faire ressortir tout ça, c'est par le biais de la danse. Et je trouve que tout ça, c'est renforcé. Je trouve qu'il y a 2 points qui sont hyper importants, je trouve, dans le manga. C'est déjà d'une, sa narration. C'est-à-dire que assez vite, le manga, moi, j'avais un peu peur qu'on reste trop longtemps sur l'enfance de la fille. Et en fait, le manga très rapidement bascule en fait sur une adolescente, une quasi-adulte, mais adolescente. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant, ce parti pris de faire une ellipse temporelle pour justement la voir à l'âge adulte. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la myriade de personnages secondaires
tous aussi attachants les uns que les autres, qui aident le personnage principal à grandir, à avancer, et j'ai envie de te dire même, petite dédicace à sa première prof de danse, qui je trouve est un personnage extrêmement fort, et surtout, quand tu apprends, et c'est là-dessus où je suis en mode pas bien, c'est la dernière page où on comprend qui est ce personnage. Et là, je me dis, ah non. Non, parce qu'ils arrivent à donner ce côté Neketsu, ce côté qu'on adore suivre dans les mangas de sport, mais justement en prenant un chemin un peu détourné, j'ai l'impression que, je sais pas si ça s'est vraiment fait avant, parce que le manga date depuis un petit moment, et j'ai l'impression que ça a influencé plein de mangas par la suite, justement avec ce côté plus adulte dans le manga de sport, sachant ajouter des émotions avec des effets de style, il y a toujours ces commentaires, il y a toujours ces spectateurs, on est toujours à la place d'un personnage ou autre, et on découvre et on est surpris. Et des fois, on est même dans du manga en même temps. C'est quelque chose qui n'arrive pas, mais qui finalement arrivera. Donc, il y a vraiment une tournure plus intelligente, plus adulte, pour moi, que je considère, et je trouve qu'il aura inspiré, je suppose, beaucoup de mangas de danse. J'en parlerai bientôt dans une vidéo, je l'ai déjà dit, mais vraiment, je trouve que tu vois des titres qui vont arriver, mais qui vont jouir justement de cette explosion du corps pour communiquer, en fait, extérioriser tout ce que les personnes peuvent ressentir. Ouais, complètement. Et c'est vrai qu'on peut pas de toute façon passer au travers de ce genre de fonctionnement narratif, de dire il y a des personnes extatiques devant Subaru en train de danser, regarde ce qu'elle fait, regarde ce qu'elle arrive à faire. Ça fait partie des codes du manga et ça permet justement de renforcer le truc. Et encore une fois, on le dit, hein, vraiment donner de la force à ce manga parce que clairement c'est une vraie pépite de lecture. Je vous le dis, ça me l'a rarement fait. J'ai eu cette sensation-là avec Ascension, qui m'a mis une baffe monumentale, où j'ai pas pu décrocher. Je sens qu'en termes de puissance de lecture et de puissance de récit, qui va te hanter et qui va rester dans ta tête à te dire, mais à essayer de réfléchir et te dire, mais qu'est-ce que je viens de lire? Subaru, pour moi, il prend une place énorme. C'est pas bête ce que tu dis, parce qu'il y a un point en commun, tu vois, Subaru comme Ascension, c'est le genre d'œuvre où le manga n'a pas besoin de combat ou de compétition sportive pour produire les mêmes émotions. Voilà, donc voilà, le terrain-jeu change entre les deux, tu as l'escalade, tu as la danse, mais la quête reste la même, c'est se dépasser, trouver sa voie et payer le prix de son talent aussi, tu vois. Et se trouver, parce qu'en fait, on a un personnage qui est perdu, qui a perdu, qui a sa moitié et qui a une perte de repère. Donc, oui, mais après ça, elle a un talent en elle a quelque chose qu'il ne considère peut-être pas d'abord comme de la danse, et elle a besoin enfin, c'est plus fort qu'elle, elle a appris cette voix, elle a besoin de l'extérioriser, et elle a besoin d'en faire quelque chose aussi. Ouais. Et c'est là que ça devient ultra intéressant aussi, une fois qu'on passe justement le côté de l'enfance et qu'on arrive dans l'âge adulte, c'est super intéressant. On va voir qu'elle va prendre des chemins, mais t'as pas lu le tome 2, mais tu vas voir qu'elle va prendre des chemins, tu t'y attends pas, quoi. Tu passes de l'art du spectacle en théâtre à l'art du spectacle de rue quasiment, donc c'est un truc tu t'attends pas à une telle évolution. Oui, non, mais j'ai très hâte parce que déjà, je trouve que déjà ils font une référence à peut-être un des plus grands ballets classiques qui est le Lac des Cygnes. Je pense que tout le monde connaît le Lac des Cygnes, tout le monde a au moins vu une représentation ou un extrait de représentation du Lac des Cygnes, et elle apporte quelque chose d'autre. Elle apporte quelque chose d'autre qui a été, je trouve, très bien abordé dans Black Swan, donc le film de Darren Aronofsky, sur l'interprétation qu'on doit avoir du Lac des Cygnes, et je trouve que là-dessus on vient un petit peu aborder un peu cette thématique-là. Je vous en dirai pas plus volontairement, je vous laisserai aller lire le manga, on tease un peu, hein, mais c'est voulu, il faut que vous alliez lire à Subaru et que vous donnez de la force à Naban qui a fait ce chouette boulot de le réimprimer, enfin de le refaire découvrir, je trouve, dans une période où je pense que ça a sa place. Et difficile aussi, mais une période que je trouve que les rééditions ont une place privilégiée et qu'il faut absolument soutenir. Oui, complètement. Mais je comprends que ça soit difficile de faire votre choix, et puis on a tous les deux un média qui parle de manga, on aurait envie de tout acheter forcément, mais il y a un moment donné, il faut se restreindre. Mais franchement, si on vous en parle aujourd'hui, j'ai toujours dit, moi je fais pas des émissions pour faire de la hate. De temps en temps, on peut le faire pour le fun, mais dans une émission qui est pas numérotée. Généralement, quand je vous parle d'un titre, c'est des titres que j'ai aimés. Et après, il y a des degrés dans si j'ai aimé, adoré, chef-d'œuvre, etc. Là, on est très très haut, hein, quand même, je trouve, dans la qualité. Et j'ai peu de doutes, en fait, même si j'ai pas lu la fin encore,
j'ai peu de doute en fait sur la qualité de la série jusqu'à son bout, jusqu'à son terme. Pour moi, il y a 11 tomes. Je pense que l'auteur sait où il va d'un point A à un point B et ça va être maîtrisé tout de long. Je mets une petite pièce. Je pense qu'on sera pas déçus. Faut se dire un truc aussi, une émission avec Manga Badass, c'est gage d'égalité en ce qui concerne l'œuvre. C'est vrai qu'il y a toujours eu des bons choix de titres, on va se le dire. Et puis on en a d'autres, on a discuté d'un autre titre, toujours dans le thème du sport, avec un thème de sport atypique, et je pense qu'on va essayer de se le garder pour cet été. Après Roland-Garros, tu sais, il y a une grande épreuve qui démarre aussi au mois de juillet, je crois que c'est juillet que ça démarre. Hein. Tour de France ? Ouais, je crois, Tour de France, ouais. Oui, bien sûr, évidemment. C'est le je fais mes meilleures siestes en général. C'est exactement ça. Mais ça, faudra qu'on en parle. Je dis pas le titre, mais on en a parlé en off et ça sera des titres qu'on fera prochainement, je pense. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ? Je pense qu'on a fait à peu près le tour sur Subaru. On a fait une petite heure, c'est très bien. Non, franchement, là, on est bien. Écoutez, il y a 2 tomes qui sont sortis chez Naban. Ils sont sur les alentours de 13 €, je crois, si on ne dit pas de bêtises. 13 € tout rond. Le 3e tome se fait attendre, c'est au mois de juillet, donc voilà, ça va être cet été, c'est déjà bien. A priori, ça va enchaîner avec le tome 4, donc on sera grosso modo au tome 8, il en restera plus que 2 à sortir. Donc autant vous pouvez vous prendre le temps d'acheter, c'est ça qui est bien aussi, on n'est pas pressé par le rythme de sortie, autant ils ont besoin aussi de soutien pour justement faire en sorte que la sortie soit quand même assez régulière. Et voilà, je pense que tous ceux qui ont lu Subaru depuis maintenant des décennies, qu'on a découvert il y a quelques mois ou qui l'ont découvert avec Naban, on est tous dans l'attente, en tout cas, de lire la suite, parce qu'il y a une suite qui a été faite. Et c'est vrai que ça n'encourage pas Naban, d'aller sur ce titre. C'est comme pour Give My Regards to Blackjack, c'est exactement la même chose. On n'a pas la suite non plus. Un super titre de Shuo Sato. Et on n'aura jamais la suite parce que ils peinent à vendre cette excellente série, donc c'est vraiment dommage. Je suis pas pro Naban, mais lorsque tu as je le répète sans arrêt, pour moi, ce sont des intermédiaires. Mais lorsque tu as des séries comme ça, des œuvres que je considère presque comme des chefs-d'œuvre qui ont une importance capitale dans leurs médias, voilà, je pense qu'il faut absolument aller dessus, surtout si vous êtes amoureux du manga, que vous aimez découvrir d'autres choses, que vous êtes curieux, que vous en avez marre de cette ère actuelle, de ce qui sort en manga, que c'est toujours la même chose. Là, vous avez vraiment des produits qui sont différents, des produits qui sont impactants, des produits qui sont ultra bien dessinés en plus. Donc ça, pour Give My Regards to Blackjack ou Subaru, faut absolument aller au moins en priorité sur ces œuvres-là. Il y a d'autres priorités, j'en conviens, pour moi aussi, mais il faut vraiment y aller dessus parce qu'elles apportent quelque chose. Encore une fois, ça revient un petit peu à ce que je disais sur la pétition autour de Mitsuru Adachi. Ça a une importance capitale sur la vitrine, sur le patrimoine de la culture qu'on a du manga en France. C'est bien beau d'aimer One Piece, c'est bien beau d'aimer Demon Slayer, c'est bien beau d'aimer Nana, mais il y a autre chose. Et surtout, ça a une importance capitale. C'est hyper important, je rebondis là-dessus, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance un peu à cataloguer le manga à du shonen. On doit être dans un shonen, ça a dû sortir dans un shonen, celui-ci d'ailleurs, je dis ça, mais j'ai pas vérifié. Pour toi, c'est dans le shonen ? C'est à la Shogakukan, et je regarde quel était le magazine de la Shogakukan, je n'ai pas les infos. Et bref, peu importe. Mais je te laisserai regarder si tu as le temps de regarder. Mais juste rebondir là-dessus, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 2 choses. La première, déjà, c'est on a tendance à réduire un peu le manga à Dragon Ball, One Piece, Naruto. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut trouver autre chose. Et deuxième chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, je trouve qu'un petit peu en ce moment on tourne un peu en rond et on le voit, il y a des vagues. On a eu les vagues espions, on a eu les vagues tueurs, on a eu les vagues ci, les vagues là, les vagues samouraïs. Donc il y a un moment donné, les exorcistes, exactement. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on tourne un petit peu en rond et on propose plus de choses entre guillemets rafraîchissantes. Et moi l'exemple que je donne toujours, c'est le plus gros Glooby-Boulga qu'on ait eu. Moi, je suis pas fan. Je sais qu'il y en a qui sont fans, mais JJK, Jujutsu Kaisen, en fait, c'est ni peu ni moins qu'une ressucée de plein de trucs qui sont sortis, qui ont marché, et qu'il a mis, il a secoué, et puis il a sorti JJK. On peut aimer JJK, j'ai pas de souci avec ça. Moi, quand je l'ai lu les 3-4 premiers tomes, j'ai dit, j'ai déjà vu ça 50 fois. Et l'avantage, c'est qu'en tout cas, même si aujourd'hui c'est une réédition, que Naban, que ce soit pour, tu le disais tout à l'heure, pour Sailor to Blackjack, même pour Old Boy, pour Subaru, ce sont des rééditions de choses qui sont déjà sorties par le passé. Mais la question, c'est est-ce que le niveau de lectorat était aussi développé qu'aujourd'hui ?
Est-ce que ce sont pas des titres non plus déjà à l'époque qui sont passés un petit peu au travers de l'édition, etc. Est-ce que ça a fonctionné à l'époque? Donc pour moi, c'est presque comme une nouveauté parce qu'on ressort quelque chose qui est peut-être passé un peu inaperçu à l'époque où le manga était pas aussi en vogue qu'aujourd'hui, mais malheureusement qui est noyé dans la masse. Donc c'est pour ça qu'il faut arriver à lui donner un peu de lumière. Old Boy, a priori, a très bien fonctionné chez Laban. Sailor to Blackjack, c'est un succès plutôt mesuré, hein. C'est pas un flop non plus, mais ça, c'est un peu moyen. Si on n'a pas la suite, c'est qu'il y a une raison. Et oui, complètement. Et parce qu'ils n'ont pas tout écoulé. Et Subaru, bon, voilà, faut lui donner de la force. Alors, 2 possibilités, hein, comme vous le savez, moi j'aime bien le répéter. Soit vous passez par votre libraire, vous demandez à votre libraire de le commander. Il faut faire un peu de propagande auprès de votre libraire pour lui dire, il faut que tu commandes ce titre parce que c'est super. Et voilà, mais encore une fois, c'est autre chose. Si vraiment vous voulez leur donner de la force, ils ont la possibilité aujourd'hui vous pouvez acheter sur leur site directement et commander en direct. Donc voilà, c'est pas super pour le libraire, mais tout le monde n'a pas la possibilité de se déplacer chez un libraire. Donc plutôt que de le commander sur Amazon ou sur la Fnac, commandez-le direct sur le site de Laban. Je crois qu'en plus, à partir d'un certain montant, les frais de port sont plus bas et c'est plus de marge pour eux. Donc voilà. Ouais. Après, je voudrais rebondir sur un autre truc. Tu vois, tu parles de ces séries énièmes sur des exorcistes et tout ça. Et après, tu vois, moi, je vois pas de mal parce que je me dis que ça reste un exercice de style. Oui, mais j'ai pas de problème avec ça. Il le faut pour tous les goûts. Pas être limité par quelque chose, justement, te contraint à trouver des variantes, des nouveautés. Donc, c'est un exercice de style qu'on aime bien suivre dans les nouveautés. Là, moi, ce que je retrouve avec Masahito Soda ou Shuo Sato, donc je répète, Subaru ou Maruga Tsubashak, c'est que j'ai l'impression d'avoir un artiste devant moi, un vrai auteur, un auteur de manga qui propose véritablement quelque chose avec de la profondeur en plus. Sur le fond et la forme. Ouais. Voilà, il y a le fond et la forme. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument encourager ce genre d'artiste parce que c'est pas un travail industriel. Donc ça a été publié dans le Big Comic Spirit. Donc c'est bien un CNN. Donc oui, ça a suivi toute la machine industrielle de la publication manga au Japon. Néanmoins, il y a. Mais n'empêche que, attends, juste une petite précision, c'est que tu vas m'arrêter si je me trompe, mais le rythme de publication d'un CNN est généralement beaucoup plus lent qu'un shonen. Généralement. Je crois que ça dépend des magazines, oui. Ouais. Moi, je dirais pas que c'est une généralité, mais ça dépend des magazines, oui. Il y a des fois plus de soins apportés, effectivement. Mais voilà, c'est pour vous dire exactement, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment plus de soins qui est apporté. Ça fait partie d'œuvre d'une vie, en fait, tout simplement. C'est vraiment un personnage qui est cherché, il n'est pas cherché sur des caricatures. Il y a vraiment, des fois, travailler sur une page blanche est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Et là, c'est ce que vous avez. Vous avez vraiment un travail sur une page blanche qui est chargé d'intensité, chargé d'émotion. C'est pour ça qu'il faut absolument que vous alliez sur Subaru. Voilà, c'est égoïste de ma part aussi. Je veux la suite de Subaru, donc achetez Subaru, c'est tout. Non, mais on est d'accord, on est en phase là-dessus. Eh ben écoute, super, mon petit badass. Je pense qu'on a fait une petite heure sur Subaru, c'est cool. J'espère qu'on vous aura en tout cas donné envie. Donc voilà, n'hésitez pas à aller suivre Manga Badass sur sa chaîne YouTube, sur ses réseaux sociaux. Il est sur TikTok aussi. Voilà, il se met dans la peau d'un libraire, donc allez regarder ses petites vidéos. Arrêtez de lui envoyer des DM parce qu'il est débordé apparemment. Il a trop de demandes et c'est du taf. Mais il y a du retard, ouais. Voilà. Donc, mais en tout cas, voilà, allez suivre Manga Badass sur ses réseaux sociaux. Et puis nous, vous le savez, comme d'hab, on est dispo sur toutes les plateformes d'écoute, sur les principaux réseaux sociaux, pas TikTok. Peut-être qu'un jour je m'y mettrai. Il faut une idée de contenu pour TikTok, mais est-ce que je suis pas trop pour ces conneries? Pas YPDLM, mais il y a Aiki qui est parce qu'on peut faire du contenu facile, mais YPDLM ça implique d'autres choses, donc je suis pas sûr d'être encore motivé pour le faire. Donc voilà. Et en tout cas, si vous voulez venir discuter avec nous, il y a le Discord du label à la Cool Prod, et donc n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Et puis on se dit à bientôt, mon cher Badass, pour des prochaines aventures. Au plaisir, grand plaisir. J'adore pédaler. Moi aussi. Et on va prendre des belles côtes. C'est important, les bonnes côtes. Parce qu'un bon grimpeur, il paraît que c'est peut-être le meilleur. Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Les meilleurs maillots, les blancs à pois rouges. Exactement. Allez, ciao tout le monde. Bonne journée, bonne soirée. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Fais ce que je te dis, quitte cette planète avant que les forces qui sont en moi ne commencent à se déchaîner. Pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre de même valeur. Brûle mon cosmos!
Arrête!